Alors, il faut dire que c'est une information qui est survenue et qui a, dès que l'information a été publiée, diffusée, on l'a vu sur les réseaux sociaux et la presse commence à l'analyser. Je crois qu'au début de l'année, un tel texte, daté du 3 janvier, quelques jours seulement après le message à la nation du chef de l'État, c'est un texte fort qui suggère une grande réflexion. Ce d'autant qu'on se souvient, et vous l'avez dit dans votre texte préliminaire, que le chef de l'État, dans l'un des points qu'il a évoqué dans son message à la nation, il a dit que tous ceux qui sont enrichis, qui ont spolié les fonds publics de manière illicite, devront rendre compte, à quelque niveau que ce soit, auprès des juridictions compétentes. Si je m'arrête simplement à quelque niveau que ce soit, cela signifie plus que jamais que des personnalités du gouvernement ou des hauts fonctionnaires de l'État pourraient, dans les jours ou les semaines à venir, être interpellés pour des actes qu'ils auraient commis dans le sens qu'a indiqué le chef de l'État, qui vise à priver, n'est-ce pas, l'État du Cameroun de ses fonds, qui vise à détourner l'argent de l'État. On a vu comment le chef de l'État a déclenché le processus qui a conduit à ce qu'on a appelé le Covid-Gate. On va y revenir certainement. Mais nous pensons que davantage, avec la lettre qui vient d'être publiée et dont on voit la signature du ministre des Sports et de l'Éducation physique, que nous constatons aujourd'hui, et d'après le diagnostic que nous faisons, c'est un aveu. C'est un mea culpa. C'est la preuve que les partis politiques de l'opposition, la société civile, les journalistes, notamment les médias privés, avaient raison depuis le début, lorsqu'ils ont dit que le complexe sportif d'Olembe n'est pas achevé. Dans la correspondance rendue publique, signée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, il est bien clair, il le dit clairement dans la lettre qu'il adresse, n'est-ce pas, au secrétaire général des services du Premier ministre. Il dit sur cette lettre qu'il porte résiliation de manière unilatérale du contrat par l'entreprise McGill, qui a décidé par ailleurs de porter plainte devant un arbitrage international. Le ministre affirme que McGill n'a achevé aucune composante du complexe d'Olembe laissé par l'entreprise Pichini. Il précise également qu'après vérification, les stocks de matériel laissés par Pichini et disponibles sur le site pouvaient permettre d'achever le stade principal, ses deux annexes, l'hôtel 5 étoiles, le centre commercial et les salles de cinéma. Il ajoute que McGill a mis en place des stratagèmes pour gonfler de manière artificielle ses prestations, à travers notamment le ralentissement des travaux, leur arrêt, ainsi que des doubles facturations, des surfacturations, la rémunération exponentielle, n'est-ce pas, des frais, des salaires des personnels expatriés. Nous nous retrouvons dans une situation où le ministre des Sports lui-même, je parlais tout à l'heure d'un aveu, mais nous révèle que tout ce que les médias ont avancé après des enquêtes et reportages sur le terrain, dont Equinox Télévision, avait totalement raison. Je rappelle que le même ministre avait, après, n'est-ce pas, des descentes sur le terrain, notamment à Olembe, avait affirmé devant les médias que les travaux seraient achevés plusieurs mois avant le début de la CAN, notamment en octobre 2020. Or, la CAN, qui devait avoir lieu normalement en 2019, a non seulement glissé en 2021, mais ne s'est déroulé effectivement qu'en janvier 2022. Et cela signifie deux ou trois choses, si vous permettez que nous fassions des commentaires sur ce lourd chantier inachevé pour lequel aujourd'hui, enfin, des éléments nous permettent de dire que la Tanguette a peut-être ouvertement démarré. Ce que je voudrais dire, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où l'actualité nationale nous amène à penser que nous voilà véritablement dans une histoire de mafia. Parce que ce qui vient de se passer avec
le courrier du ministre des Sports, nous montre que nous sommes dans une situation réelle de mafia. Et je vais faire une petite comparaison rapide avec un grand film qu'on appelle Le Parrain. C'est en réalité une trilogie. Le Parrain, première partie, Le Parrain, deuxième partie, Le Parrain, troisième partie. Un grand film, un chef-d'œuvre du 7e art, réalisé par Francis Ford Coppola, nominé et vainqueur aux Oscars. Et c'est un film sur l'une des grandes familles de la mafia, la famille Corleone, notamment Don Vito Corleone. Il y a des acteurs principaux de ce film qui sont bien connus par les cinéphiles. Al Pacino dans le rôle de Michael Corleone. Il y a Robert De Niro dans le rôle de Vito Corleone. Il y a Andy Garcia, Diane Keaton. Et puis, dans Le Parrain première partie, il y a Marlon Brando, qui ne joue pas dans la deuxième partie et dans la troisième partie. En réalité, quand je parle de la mafia et quand je fais appel à ceux qui aiment le cinéma en citant ce film, c'est pour montrer un lien intéressant entre l'histoire du film Le Parrain et l'histoire de la mafia. Quels sont ces liens? Ces liens se résument en réalité à la loi majeure du mafia, l'omerta, le silence. Parce que celui qui parle est mort. Celui qui parle, on l'exécute. Et dans cette affaire de la mafia qui a entouré la dilapidation, la distraction de plusieurs centaines de milliards dans les chantiers de l'organisation de la CAN au Cameroun, on voit venir désormais, tout doucement, des maillons de la chaîne qui se retirent, qui donnent l'impression aujourd'hui qu'ils n'ont rien à voir dans cette affaire, même s'ils occupent des fonctions pour lesquelles ils ont joué des rôles importants. Aujourd'hui, ils se rappellent, l'un d'eux, dans ce courrier qu'on vient de citer, se rappelle qu'il y a une autorité qu'on appelle le Premier ministre, chef du gouvernement. Parce qu'il faut le rappeler, le ministre des Sports, comme d'autres ministres en fonction, n'avait plus le respect qu'il convient vis-à-vis de la hiérarchie gouvernementale. Cette affaire, ce qu'on observe, c'est que cette correspondance du ministre des Sports est adressée au service du Premier ministre. Pourtant, on sait qu'à un moment donné, tout avait été organisé, concentré entre les mains de la task force qui était logée à la présidence de la République. Et la question justement qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui le ministère écrit au Premier ministre plutôt qu'à la task force qui justement a été désignée pour coordonner toutes ces activités autour de la construction des chantiers de la CAN. C'est pour cela que je rappelais effectivement que nous sommes dans une réelle mafia où, lorsque le chef de l'État, dans son discours, a dit un mot indicateur et fort, au cas où sa parole reste sacrée, il y aura des conséquences. Et je pense qu'aujourd'hui, un des maillons de la chaîne a décidé peut-être de ne pas laisser l'impression... Il est dans le ponce-pilatisme, vous voulez dire. Il est dans le ponce-pilatisme. C'est-à-dire, en réalité, il est dans le ponce-pilatisme parce qu'il a fait des affirmations régulières sur l'état d'achèvement des travaux à Olembe. Il n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui ont dit que la parole du chef de l'État est sacrée. Quand il parle, on doit le respecter. Ils ont fait mentir le président Paul Biya, à telle enseigne que le chef de l'État, à un moment donné, pour assurer l'opinion publique nationale et internationale, a dit que la CAN se jouera le jour dit. J'en prends l'engagement. Et là, cet engagement a été un gros mensonge parce que le chef de l'État, visiblement, a été trompé par ses collaborateurs, membres de la mafia. Parce que la CAN ne s'est pas jouée en 2019. Quand le chef de l'État dit « j'en prends l'engagement », c'est parce qu'on lui avait fait croire que c'était possible de jouer la CAN en 2019. Puis, on l'a amené à dire, comme dans un jeu d'ironie, que la CAN a glissé, sans qu'il n'en tire immédiatement les conséquences. C'est pour cela que nous pensons qu'aujourd'hui, plus que jamais, si la parole du chef de l'État est encore sacrée, si la parole du chef de l'État a encore un sens, et on l'a vu, il a déclenché l'opération Covid-Gate, c'est vrai que ça a commencé, ça a abouti, il y a eu un rapport d'étape et un rapport définitif de la Chambre des comptes, un rapport rédigé par des enquêteurs, des magistrats chevronnés de la Chambre des cours de compte, pour laquelle on attend aujourd'hui l'aboutissement. Parce que dans ce document, il y a le nom, il y a des repères, il y a même des indications
où on peut lire, il y a une douzaine de cas qui méritent, de malversation financière qui méritent d'être traités par la juridiction compétente qui est le TCS. Aujourd'hui, on se demande pourquoi le TCS n'a pas encore identifié ces personnes, ne les a pas encore interpellées, ne les a pas entendues, ne les a pas jugées et pris la décision qui convient pour la douzaine de cas identifiés par les magistrats de la Chambre des comptes. Je voudrais terminer en disant que cette affaire, il faut le dire, quand je parlais de la mafia, c'est que ces membres de la mafia, acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, ont utilisé, je vais utiliser les propres termes de Moëlle Kombi, des stratagèmes, mais pour dire qu'en réalité, ils ont utilisé eux aussi des manœuvres comme McGill pour accuser les médias, notamment Equinox Télévision, pour accuser la société civile, pour accuser les partis politiques, notamment le MRC, de chercher, pour ce qui nous concerne, à déstabiliser les institutions de la République. Le MRC, ils les ont accusés de rébellion, de terrorisme, d'insurrection. Et on le voit, des militants et cadres du MRC ont même été interpellés, jugés devant le tribunal militaire. Certains ont été condamnés à des peines lourdes, 7 ans de prison, pour des marches dans lesquelles ils ont dénoncé 3 choses. Ils ont demandé l'audit des chantiers de la CAN. Et j'espère que cette fois-ci, on aura le bilan et l'audit réel des chantiers de la CAN et que les responsabilités seront établies. Ils ont demandé également la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, dont les ficelles sont tirées par des profito-situationnistes qui, si on le voit bien, ont des liens avec les membres de la mafia du Covid-Gate, comme de la CAN 2019 qui a glissé en 2021. Je termine, il y a un troisième point qui a fait l'objet des revendications des partis politiques, du MRC comme du RDPC d'ailleurs. En dehors de l'audit des chantiers de la CAN, il y avait l'audit de la gestion des fonds du Covid-Gate. Aujourd'hui, on retrouve donc des accusations contre des médias, des accusations contre des partis politiques, dont certains militants d'une formation politique que j'ai citée se retrouvent en prison pour avoir tout simplement dénoncé, joué leur rôle d'acteurs politiques et citoyens.